Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce rendez-vous maintenant annuel et bien installé, puisque nous allons faire le point sur les nouveautés fiscales en lien avec la loi de finances 2024. Nous allons traiter de deux sujets, la fiscalité immobilière dans un premier temps et ensuite la fiscalité des acquéreurs ou les modalités de financement des acquéreurs. Donc nous sommes ensemble pour 1h30 de 9h à 10h30. De suite, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont tout vous expliquer sur cette loi de finances. Donc, je commence d'abord par Christophe Frionnet, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre. À ses côtés, Nathan Kegler, avocat également, CMS Francis Lefebvre. Je continue, je passe à droite. Mathieu Fermine, avocat associé également, CMS Francis Lefebvre également, et pour finir, Vincent Gorny, responsable des projets de financement immobilier au sein du groupe BPCE. Donc, comme je vous l'ai indiqué, notre ordre du jour s'articule autour, dans un premier temps, de l'évolution de la fiscalité immobilière et ensuite les évolutions du financement des acquéreurs. Donc, nous allons commencer par Maître Mathieu Fermine. Nous allons aborder la question du LLI, le nouveau régime du LLI et l'accession sociale dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Maître, c'est à vous. Merci. Donc effectivement, la première mesure dont on va parler, ça concerne l'extension des livraisons de logements, du champ d'application du taux réduit pour les livraisons de logements du secteur intermédiaire. Donc c'est un dispositif qui est prévu par l'article 279.0 bis A du Code général des impôts et donc qui applique le taux réduit de 10% aux livraisons. Alors à présent, les livraisons de logements à des investisseurs institutionnels qui les destine à des locations à usage de résidence principale. C'est bien sûr un dispositif qui est assorti d'un certain nombre de conditions, notamment de conditions de ressources des locataires, et puis des conditions qui sont liées aussi, dans sa configuration actuelle, à l'emplacement géographique des logements. Alors, la loi de finances prévoit un certain nombre de mesures qui vont étendre le champ d'application de ce dispositif sur plusieurs points. Alors du coup, je passe. Voilà. La première mesure, effectivement, le premier point sur lequel le champ d'application il est étendu, ça concerne les personnes qui peuvent réaliser ce type d'opération, puisque la loi de finances prévoit que désormais que toute personne morale peut réaliser ce type d'investissement. L'objectif de cette mesure étant de mobiliser notamment l'épargne des particuliers qui pourront investir au travers de véhicules d'investissement spécifiques comme des SCPI. La deuxième mesure qui permet d'étendre le champ d'application du taux réduit, c'est donc un groupe de mesures qui sont liées à la localisation des logements. Alors, d'une part, il y a un certain nombre de zones qui sont ouvertes pour le logement locatif intermédiaire. Alors, sans entrer dans le détail des dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'urbanisme qui sont désormais dans la loi, il y a notamment, c'est le territoire de communes de réindustrialisation, le périmètre de grandes opérations d'urbanisme et aussi des logements qui sont situés sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement ou une convention d'opération de revitalisation au territoire. Mais également, et ça c'est peut-être plus important, il y a, alors initialement, le logement locatif intermédiaire, c'était dans les zones tendues, dispositifs du flot, Pinel, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a un déséquilibre significatif entre l'offre et la demande de logement et qui entraîne des difficultés à se loger. Donc ça, c'est le champ d'application initial du logement locatif intermédiaire, mais c'est un champ d'application qui avait connu une extension aussi récemment parce que, effectivement, compte tenu effectivement de l'évolution de la situation du logement en France, un décret du 2 octobre 2023 est intervenu qui a donc notamment revu la classification d'un nombre significatif de communes, et donc il y a plus de 150 communes qui sont passées de zones qui étaient non tendues à des zones éligibles au logement locatif intermédiaire.
Et donc, par rapport à cette évolution du zonage, la loi de finances prévoit également une amélioration, enfin une mesure transitoire, c'est-à-dire que, bien évidemment, pour les immeubles qui ont été, pour lesquels des permis de construire ont été obtenus depuis le 2 octobre, il n'y a pas de sujet, ça rentre dans le champ d'application du logement locatif intermédiaire, mais ce qu'apporte la loi de finances, c'est également un dispositif qui permet effectivement, y compris lorsqu'un permis de construire a été déposé antérieurement, donc des zones qui, lors du dépôt du permis, n'étaient pas éligibles au logement locatif intermédiaire, donc de permettre de faire du logement locatif intermédiaire, donc toute condition par ailleurs étant aussi remplie par ces projets, mais sous réserve que l'ouverture du chantier intervienne avant le 31 décembre 2024. Voilà. Alors, le troisième point sur lequel il y a une extension du dispositif aussi, plus anecdotique peut-être, c'est que c'est le type d'opération de construction, puisque c'est plus non seulement les livraisons de logements neufs, mais ça concerne aussi désormais les opérations d'acquisition-amélioration conduisant à une amélioration de la performance énergétique des logements. Et alors enfin, il y a aussi une nouveauté sur le type d'opération en logement locatif intermédiaire qui sont un type de location qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire les résidences avec service au sens de l'article L631-13 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, c'est toujours le même principe avec des locations à usage de résidence principale à des personnes sous conditions de ressources et puis les prix des logements d'une part et des services d'autre part seront plafonnés avec des mesures de plafonnement a priori qui sont spécifiques. Ah oui, également aussi, point important, puisqu'on parle de résidence avec service, c'est que ces locations seront nécessairement exonérées de TVA. Et il y a un dernier point, une dernière spécificité aussi à signaler par rapport à ces résidences-services, c'est que pour ces résidences-services, la condition de mixité qui s'applique aux autres opérations de logement intermédiaire ne s'applique pas. Alors la condition de mixité, c'est cette condition qui prévoit que normalement l'opération donc de logement intermédiaire, elle doit être réalisée dans une zone dans laquelle soit déjà il y a plus de 25% de logements sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou également des opérations intégrées à des ensembles immobiliers dans lesquels il y a plus de 25% de logements sociaux. Et donc effectivement, alors cette condition-là, elle ne s'applique pas pour ces résidences-services. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire pour d'abord d'une part les mesures relatives au logement intermédiaire dans la loi de finances. Très bien, je profite de la transition, si je puis dire, sur les dispositions ou l'accession sociale dans les QPV pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions. Là, pour l'instant, je n'ai rien sur ma tablette, donc je ne peux que les inviter à poser des questions. Alors, des questions plutôt sur les principes, des questions d'ordre général, pas bien sûr sur des opérations très particulières, mais poser quand même toutes les questions pour que les choses soient le plus claires possible. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, et si on ne répond pas à toutes les questions, il y a bien sûr un service après-vente, un SAV, avec le replay, et vous aurez les réponses aux questions qui n'auront pas pu être traitées en direct. C'est la première observation que je voulais faire, parce que là pour l'instant, je n'ai absolument rien sur ma tablette, donc allez-y, n'hésitez pas à taper et à poser vos questions. Première observation que je voulais faire. Deuxième observation, pour l'ensemble des adhérents qui nous suivent, pour rentrer un peu dans la mécanique des choses et vous dire que ça a été un gros travail pour nous. Effectivement, vous avez parlé des mesures transitoires, et quand le décret ou l'arrêté zonage a été publié, effectivement, sur le LLI, le logement locatif intermédiaire, les mesures d'application ne s'appliquaient que pour les opérations dont les permis de construire étaient déposés à partir du lendemain de la publication du décret, ce qui faisait que les opérations anciennes ne rentraient pas dans le champ, et ça a été l'objet d'un lobbying, ou en tout cas d'une représentation d'intérêt assez intense auprès des pouvoirs publics, du gouvernement, les finances, le logement, pour que cette disposition soit reprise et adaptée pour permettre effectivement
aux opérations qui étaient déjà lancées, pour lesquelles les permis de construire avaient déjà été lancés, de les réintégrer également dans le dispositif. Donc c'est ça aussi un peu le rôle de l'AFPI, c'est de voir quand des dispositions sont prises, de voir les scories, les petits cailloux de la chaussure qui font que l'opération ne fonctionne pas, et donc de faire évoluer la réglementation. Voilà. Les questions sont tombées, parfait, donc mon petit message a produit son effet. Je vous propose de passer ensuite au régime de l'accession sociale. On va dérouler tous les sujets sur la fiscalité immobilière, donc avec vous tous, et donc au bout de cette séquence de la fiscalité immobilière, les questions seront je vous les délivrerai, et puis vous pourrez apporter quelques réponses. Pardon, j'étais un peu long, c'est à vous à nouveau. Sur les QPV. Alors, le point suivant, ça concerne effectivement les adaptations dans la loi de finances liées à l'évolution de la géographie des QPV. Donc, des QPV donc, par rapport aux opérations ici d'accession sociale à la propriété, donc qui sont passibles du taux réduit de 5,5% pour des logements qui sont situés soit dans des QPV, soit à proximité de ces quartiers. Alors, également une modification de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, alors qui était prévu, qui était rendu prévu par la loi, par la loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine, qui a mis un petit peu de temps, mais qui finalement, le décret est paru donc là le 28 décembre, et donc à la suite de ce décret, il y a bien sûr il y a un certain nombre de quartiers, enfin plutôt effectivement de quartiers qui sont devenus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et puis par ailleurs il y a des QPV, eux, qui ont cessé de l'être au 31 décembre 2023. Donc là, à cet égard, c'est la loi de finances, elle introduit une nouvelle notion qui est la notion d'ancien QPV, qui ne concerne pas tous les QPV qui ne le sont plus au 31 décembre 2023, mais qui concerne donc les QPV qui donc étaient des quartiers prioritaires de la politique de la ville au 31 décembre 2023 et pour lesquels il y avait aussi une convention de renouvellement urbain qui avait été conclue au plus tard le 31 décembre, donc à cette même date, le 31 décembre. Pour ces opérations qui sont réalisées dans les anciens QPV, bien ces anciens QPV, pour l'application de l'article 278 sexies du Code général des impôts, ça continue à être considéré comme des QPV, ce qui veut dire que on va continuer à pouvoir bénéficier du taux réduit sur les livraisons de logements, donc en accession sociale, toujours les mêmes conditions que les autres opérations dans les QPV qui le sont restés, qui le sont par rapport à la réglementation de la loi de programmation de cohésion urbaine. Et donc ici, la condition qui est placée donc, pour que ces opérations, donc, outre le fait qu'il faut que ce soit des anciens QPV qui répondent à la définition de anciens QPV au sens du Code général des impôts, il faut également que les demandes de permis de construire soient déposées au plus tard le 31 décembre 2026. Voilà. Et ça, c'était la mesure Absolument. Qui était prise effectivement pour faire bénéficier, c'est pour qu'il n'y ait effectivement pas l'effet du dispositif de QPV qui cesse brutalement dans ces anciens quartiers prioritaires. Très bien. Christophe Rionnet et Nathan Kegler, c'est à vous. Donc nous allons aborder cette fois-ci les questions d'abattement sur les plus-values immobilières et la prorogation également du taux réduit d'IS dans ce cadre. Merci Didier. Oui, j'espère que de l'autre côté de l'écran, chacun a pris un bon café ce matin, parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Et d'habitude, au petit déjeuner, on a un croissant, un petit chausson pomme éventuellement. Mais là, ce qu'on va vous servir, c'est un gros millefeuille. Un bon gros millefeuille avec une crème pâtissière dont la couleur peut dépendre de l'endroit de la couche en fonction. Parce que, certes, la loi de finances cette année n'a pas comporté dans le domaine immobilier, je dirais, énormément de mesures. Il y a beaucoup de mesures que nous avons demandées, que l'on souhaitait, que l'on espérait, que nous n'avons pas eues.
Certaines qui n'étaient même pas anticipées, qui sont arrivées sans même que le gouvernement fasse attention et soit glissées au dernier moment par les sénateurs et arrivent sur la table. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais il est clair que sur la partie aide au logement, aide à l'investisseur, aide au secteur de façon très très générale, ce que nous on constate en tout cas dans notre domaine, qui est plutôt la fiscalité des revenus des particuliers ou des entreprises, c'est qu'on a des dispositions qui soutiennent un petit peu plus la libération de foncier. Voilà, donc on a plus cet esprit-là dans la loi, si on devait trouver un esprit très immobilier, versus la fiscalité des investisseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, parmi les promoteurs, je pense que ce sont les développeurs, les équipes qui sont à la recherche de foncier, qui peuvent évidemment être très intéressés. J'irai pas jusqu'à dire enthousiaste, mais en tout cas assez intéressé par les mesures que nous avons. Tandis que en aval, au niveau de la commercialisation, certes, on a des aménagements sur la possibilité qu'a évoqué Mathieu d'avoir des taux réduits de TVA, mais nous, par rapport à la fiscalité du revenu, l'investisseur foncier, aujourd'hui, s'y retrouve pas encore. En tout cas, on n'a pas de mesure de soutien comme on aurait pu le souhaiter par rapport au Pinel. Et donc, voilà, ça viendra dans un second temps dans notre exposé ce matin avec Nathan. Alors, maintenant, on va faire la distinction en fonction de plusieurs critères. Sur la fiscalité, déjà, quand je vais chercher un terrain, je vais regarder à qui il appartient. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une société civile particulier? Ou est-ce que c'est une entreprise? Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans la loi de finances, on a des mesures à la fois sur la plus-value et l'impact que va avoir le particulier cédant son terrain, ou la SCI familiale. Et on a aussi une prorogation sur l'article 219, et donc on peut aussi avoir pour les entreprises cédantes des mesures plus intéressantes pour diminuer leur fiscalité. Sur la partie relative aux particuliers, on a deux mesures emblématiques. Alors, elles ne sont pas nouvelles, ce sont des dispositions qui existaient déjà dans notre droit et dans le Code général des impôts, mais on a à la fois une extension et on a aussi un recentrage. C'est-à-dire que extension, c'est le champ d'application, qui, quoi, où, et on peut avoir aussi un recentrage, c'est-à-dire comment je dois construire, qu'est-ce que je dois m'engager à faire demain, et sous quel format. Et là où je vous parlais de millefeuille de façon anecdotique pour vous mettre en appétit, c'est que en fonction de la zone où est situé le terrain qui vous intéresse, en fonction du type de logement que vous allez construire, en fonction du bail, de la nature du bail, du loyer dans lequel se situera in fine l'investisseur, on a des résultats qui sont complètement différents. Si on devait faire un arbre de décision, un arbre décisionnel, on aurait énormément de ramifications. C'est pour ça qu'on va vous donner des grandes lignes, bien sûr, mais il faudra vraiment, au cas par cas, à chaque fois que vous serez face à un terrain, vous poser toutes ces questions-là. Et ne pas forcément raisonner par rapport à des grandes règles qu'on sait, voilà, des principes. Voilà, l'adage « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» ici trouve tout à fait son illustration. Donc, premier dispositif dont on va vous parler plus en détail, c'est celui qui concerne l'abattement exceptionnel dont bénéficient les particuliers en cas de cession de biens immobiliers. Donc, toujours les questions à se poser, quand, quoi, où, comment. Voilà, à chaque fois, on va essayer de vous donner ces grandes lignes-là. Donc, tout d'abord, c'est un dispositif qui profitait jusqu'à présent aux particuliers qui cédaient des biens immobiliers dans des zones qui étaient classées
grandes opérations urbaines, l'égout, ORT, les opérations de revitalisation territoriale. Et on a aujourd'hui une zone complémentaire qui vient s'ajouter. Ce sont les zones dites OIN. Alors à chaque fois, il faut qu'on... les OIN, voilà. les OIN, les opérations d'intérêt national. D'intérêt national. Voilà. Comme ça, on va avoir notre petit lexique à jour. Donc, sur ces opérations-là, on va avoir la question, c'est de voir quels étaient les terrains qui étaient concernés. Donc, aujourd'hui, on était sur une disposition qui concernait les terrains à bâtir. Donc, dans ces zones-là, ça reste du terrain à bâtir. Voilà. En revanche, on va étendre le champ d'application de ce dispositif d'abattement exceptionnel qui, désormais, va pouvoir s'appliquer dans les zones dites tendues, c'est-à-dire les zones A bis et B, en fonction des zonages qui sont déterminés chaque année dans le cadre de décrets, d'arrêtés. Cette mesure vise à permettre un abattement qui va venir s'appliquer, le cas échéant, en plus des abattements qu'on connaît déjà aujourd'hui. Alors, évidemment, si votre cédant vend une résidence principale, il n'y a pas de sujet. Ça, de toute façon, on n'y a pas touché. Pour le moment. En tout cas, si vous avez un bien immobilier détenu depuis un certain nombre d'années, si je prends 30 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. 22 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, pas encore de prélèvements sociaux. Ça, ce sont des dispositifs de droit commun, aujourd'hui, qui s'appliqueront toujours. Donc, en amont, d'abord, on détermine sa fiscalité en fonction de ça. Et puis, dans un second temps, on va voir si on peut avoir la cerise sur le gâteau, ou sur le millefeuille. Donc, là-dessus, le sujet, c'est que je peux rajouter un abattement dont le taux va varier. Alors, on peut avoir un abattement soit de 60%, on va dire, de façon générale, lorsque on est sur des terrains à bâtir ou des immeubles bâtis en zone tendue, A bis ou B. On peut avoir un abattement de 75% sur sa fiscalité, sur sa plus-value de cession. Pour les cessions d'immeubles bâtis dans les ORT, les GOU et les OIN, c'est plus... C'est le terme consacré. Voilà, les OIN. Et puis, on peut avoir un taux dit majoré, pour le coup de 85%, qui va s'appliquer à partir du moment où le cessionnaire, donc le promoteur, va s'engager à construire sur la parcelle des logements sociaux ou des logements intermédiaires. Donc le LLI, dont on parlait tout à l'heure, revient aussi dans ce dispositif-là, dont la surface habitable doit représenter au moins 50% de la surface totale des constructions qui sont mentionnées sur le permis de construire. Le dispositif va pouvoir profiter à ces particuliers cédants pour des cessions qui seront réalisées jusqu'au 31 décembre 2025, donc on a 24 et 25. Maintenant, vous avez la possibilité, évidemment, d'acter d'une promesse de vente avant cette date limite du 31 décembre 2025, et vous aurez un délai aujourd'hui qui est de 2 ans, donc N plus 2, c'est-à-dire que si j'ai cédé en 2024, j'aurai jusqu'à 2026. Si j'ai cédé en 2025, j'aurai jusqu'à 2027. Le temps que les promesses, les conditions suspensives, le cas échéant, soient levées, ce qui est quand même très courant dans notre secteur. Alors, quand je parlais tout à l'heure de recentrage également, c'est qu'on va avoir un dispositif qui n'existait pas jusqu'à présent dans la partie GOU ou ERT, mais qui, là, fait son entrée dans le dispositif dans l'ensemble des situations. C'est la condition de gabarit. Alors, la condition de gabarit, on l'avait déjà, donc je la rappelle. Votre immeuble construit, en tout cas votre immeuble doit avoir une surface habitable au moins égale à 75% des capacités que vous offre le PLU. Le PLU local ou un document qui fait foi. Donc là, sur ce dispositif,
on ouvre aux zones tendues, A bis, mais attention, il faut respecter ce quota de gabarit. On reviendra dessus sur un focus un peu plus tard dans la matinée. Mais voilà, on est sur un dispositif où encore une fois, je ne veux pas complexifier ce matin, mais selon que vous êtes en plus dans une zone qui serait une zone en rue, dans laquelle normalement on n'a pas la possibilité de bénéficier de régime dérogatoire si on fait du logement social, il faudra qu'on se place en LLI. Mais il faudrait aussi faire attention aux communes dans lesquelles on n'a pas suffisamment de logements sociaux, qui seraient en déficit de logements sociaux, pour lesquels on a une obligation, pour bénéficier du dispositif, de faire au moins 25% de logements sociaux. Mais si on est nous-mêmes dans une zone en rue, on sait que la partie logement social n'ouvrira pas droit dans ces dispositifs à l'abattement. Donc, on ne pourra pas avoir un abattement sur 100%. Il faudra essayer de... C'est pour ça que je vous disais en préambule, ça sera du cas par cas. Ce sera du cas par cas. Je vous propose de passer au second dispositif, qui lui, est une exonération à hauteur du pourcentage de logements sociaux. En tout cas, c'était comme ça que ce dispositif existait et qui a été prorogé. Je passe la parole à Nathan. Merci Christophe. Effectivement, la seconde mesure phare en matière de plus-value immobilière des particuliers, c'est bien la prorogation du dispositif qui est prévu par l'article 150U, 7e du CGI, un dispositif très ancien et qu'on voit très souvent appliqué. Il consiste à octroyer aux propriétaires de terrain une exonération de sa plus-value au prorata des logements sociaux que réaliseront soit l'organisme HLM qui achètera son bien, ou alors, peu importe, tout autre cessionnaire qui devra s'engager à réaliser de tels logements sociaux dans un certain délai. Donc ce dispositif devait prendre fin en principe au 31/12/2023. L'article 9 de la loi de finances 2024 décide de proroger ce dispositif-là pour les cessions qui seront réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. Donc on a 2 ans de sursis pour ce dispositif-là. Deuxième mesure phare, c'est un dispositif qui était réservé uniquement à la réalisation de logements sociaux. Aujourd'hui, dans certaines zones uniquement, c'est-à-dire les zones A, A bis et B et B1, on pourra également en bénéficier si le cessionnaire s'engage à réaliser des logements intermédiaires, donc ce qu'on appelle les LLI, qu'a évoqué Mathieu précédemment. Donc la loi, quels aménagements elle apporte également à ce dispositif-là? Elle précise l'engagement qui devra être pris par le cessionnaire, puisque préalablement, on parlait uniquement de réaliser et achever des logements sociaux. Aujourd'hui, l'engagement que devra prendre le cessionnaire est précisé, puisqu'il devra s'engager à construire un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectif dans un certain délai, à savoir 4 ans pour les cessionnaires classiques et 10 ans pour les organismes HLM. Donc la mesure phare à retenir, c'est la prorogation jusqu'au 31/12/2025 et l'élargissement de ce dispositif à la réalisation de logements intermédiaires, mais dans certaines zones uniquement, puisqu'on retrouvait ce dispositif sur l'ensemble du territoire en principe. Mais si on veut en bénéficier en réalisant des logements intermédiaires, il faudra que les programmes soient réalisés dans ce qu'on appelle les zones tendues, donc A bis et B, et B1. Deuxième petite précision, ce dispositif est élargi également à d'autres types d'opérations, à savoir les reconstructions et la réhabilitation de bâtiments existants. Donc il faut tout de même que ces opérations aboutissent à la réalisation de logements neufs, ce qu'on appelle logement neuf en matière de TVA, donc au terme de l'article 257 du CGI. Par contre, de l'autre côté de la balance, on a des conditions qui vont s'ajouter pour pouvoir en bénéficier, à savoir la même condition de gabarit que l'on retrouve dans le dispositif 150 VE qu'a développé Christophe précédemment, exactement la même condition de bâti, à savoir que le gabarit des bâtiments qui seront réalisés devront au moins être égal à 75% du gabarit maximal prévu par le PLU ou tout autre document en faisant foi. Autre condition supplémentaire, exactement la même que dans le 150 VE également. À partir du moment où on réalise une opération dans une commune qui ne respecte pas les plafonds de logements sociaux,
pour bénéficier de cette exonération au prorata des logements sociaux ou des LLI qui seront réalisés, il faudra au minima que le cessionnaire s'engage à réaliser au moins 25% de logements sociaux au terme de ce programme-là. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a un dispositif qui est très souvent appliqué et qui peut aboutir à une exonération qui peut être même totale si on se retrouve dans un programme qui réalise 100% de logements sociaux. Par contre, on a de l'autre côté de la balance cette condition de gabarit qui vient restreindre et conditionner de manière plus forte les programmes qui devront, les modalités des programmes qui devront être réalisés. Et c'est l'occasion de faire un focus sur cette nouvelle condition justement de gabarit qu'on retrouve dans ces deux dispositifs-là. Et sur ce point-là, je vais passer la parole à Christophe à nouveau. Oui, parce que il faut pas perdre de vue que ce soit le premier dispositif ou le second, à partir du moment où on est bien dans le champ d'application, l'opération est éligible, on fait bénéficier, on fait profiter l'investisseur particulier de cette économie fiscale, c'est acté, et le promoteur, l'acquéreur, va devoir réaliser ce qu'il a promis, à savoir des logements, des surfaces minimales, et la condition de gabarit. Et si, malheureusement, ces conditions ne sont pas remplies, alors que ce soit dans le délai d'achèvement, ou bien dans la nature de ce qui, au final, sort de terre, il y aura une pénalité. Il y a déjà une pénalité qui s'applique aujourd'hui dans le dispositif existant, donc celle-ci, on n'y a pas touché, qui correspond à 10% du prix d'acquisition du bien immobilier. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. L'acquéreur ou la SCI Vendresse, la SCI Vendresse ou le vendeur, lui, il n'a pas de sujet, il n'a plus de sujet. En revanche, c'est l'acquéreur qui va devoir réaliser dans les temps. Alors après, on est sur des durées d'achèvement, des délais qui sont plus confortables que ce qu'on connaît, notamment sur le dispositif Pinel. Mais voilà, il y a quand même cette condition. Et si entre-temps, je ne sais pas, par exemple, vous avez des élections municipales, quelque chose qui pourrait tout à fait intervenir par rapport à notre calendrier de dispositif, le PLU est modifié, des permis qui ont été accordés, les travaux sont arrêtés, ou le PC n'est pas purgé, et on se retrouve finalement à devoir revoir sa copie et remodeler et modifier son projet. Eh bien, il faudra bien faire attention à ce sur quoi on s'était engagé, et notamment cette condition de gabarit. Alors, comme elle n'est pas nouvelle, on la connaissait déjà, il se trouve que beaucoup de questions avaient été posées déjà à l'époque, lorsque le dispositif d'abattement exceptionnel a été adopté pour les goûts et les ORT. Et donc l'administration fiscale avait apporté quelques précisions, nous indiquant que on doit raisonner par rapport à un terrain, et donc par rapport à une reconstruction. Donc on imagine, même si on acquiert un immeuble qui est déjà construit, sur lequel on va faire de la réhabilitation lourde, on va le transformer en neuf. Non, je dois raisonner en faisant abstraction de ma construction, avec un terrain nu, et je regarde le PLU. Qu'est-ce que le PLU me permet de faire en termes de construction, la constructibilité globale, et quel est le gabarit standard. Et dans ce gabarit standard, évidemment, je peux choisir un projet très dense, mais je peux aussi faire quelque chose d'un petit peu plus allégé. Sur un plan architectural, c'est aussi parfois ce que les communes peuvent nous demander. Alors même que le PLU nous permettrait de faire 5000 m², 6000 m², bon, il se trouve que pour des raisons peut-être purement esthétiques, la mairie va nous demander, alors même que ce n'est pas indiqué dans le PLU, de faire une construction plus légère et moins dense. Auquel cas, on pourrait se retrouver à pas nécessairement respecter cette condition de densité. Et c'est là où toute la problématique, que le texte nous parle du PLU ou d'un document qui en tient lieu. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, au regard des règles de l'urbanisme, que ça fait partie intégrante du PLU. Mais c'est sûr qu'un courrier de la mairie ou une demande du maire ou du service d'urbanisme en nous disant
bon, tiens, bon là, si vous pouvez plutôt nous mettre un hall avec une verrière, voilà, et on va supprimer la moitié d'un étage, on risque potentiellement de ne pas passer. Alors, sur un plan très pratique, parce que ça, c'était les questions qu'on avait eues à l'époque et qui sont venues, et pour lesquelles l'administration a apporté des précisions. Pour ça, on vous a indiqué, vous verrez sur notre slide, la référence du BOFIP concerné, que le cessionnaire a la possibilité, en cas de demande de la part de l'administration, de fournir une attestation. C'est-à-dire que c'est celui qui s'est engagé à effectuer ces constructions et à respecter la règle de gabarit qui va faire une attestation dans laquelle il atteste que je sous-signé atteste que la construction respecte les différentes conditions en annexant des plans, en annexant le permis de construire et la décision. Et on peut considérer que, par exemple, alors même que le PLU pouvait donner une densité beaucoup plus importante, qu'à travers la décision ou les courriers de réponse de la part de la mairie ou du service de l'urbanisme, on a eu des contraintes qui se sont imposées à nous, qui ont fait que, avec ces contraintes, vous voyez, on respecte bien la condition de densité. Alors, sachant que le point qui est peut-être important et commun au dispositif, c'est que, évidemment, ça pourra entacher en partie le pourcentage d'abattement ou le pourcentage d'exonération, selon le dispositif dont on parle, si jamais on fait de la mixité. Mais c'est pas totalement interdit. Mais il faut qu'on ait au moins, dans ma condition de densité de 75%, que les 75% soient du logement et de l'habitation. Donc, si jamais la construction en elle-même, dans son ensemble, et pile à 75% de la possibilité de densité, j'ai pas le choix, il faut que ce ne sera que du logement. Si en revanche, je suis au taquet et j'ai fait le maximum de mètres carrés qui était possible par rapport à ma condition de gabarit, dans cette hypothèse-là, je suis à 100%, et j'ai la possibilité, en tout cas rien interdit dans le texte, d'avoir 10%, 20% de locaux commerciaux, le cas échéant, en rez-de-chaussée. Voilà sur cette condition de gabarit, mais voilà, nous on a eu des questions, hein, notamment sur le fait qu'on peut avoir l'architecte des bâtiments de France qui a été saisi, qui a donné son avis, qui nous a demandé de conserver la façade. En conservant la façade, dès lors, ça a conditionné aussi le bâti. Voilà, donc beaucoup de travail pour les architectes aussi, mais on peut, en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce que je me dis, c'est qu'en pratique, l'administration fiscale va pas forcément se transformer en architecte bis, mais à partir du moment où le dossier est préparé, voilà, bien documenté, on peut espérer qu'il n'y aura pas forcément un regard trop inquisitoire. D'accord. Très bien. Merci. Le régime des réductions d'impôts ? Alors, on va passer sur un autre registre, effectivement. On a encore de Normandie. Non. Alors on a encore, on a encore un petit point. On a encore un petit point. Oui, parce que on vous a parlé des personnes physiques, des SCI, mais maintenant vous avez un terrain qui est détenu par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc nous avons un seul dispositif qui a été prorogé. Donc ça, c'est un point qui est déjà, c'était en soi, c'était plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque le dispositif 210F devait s'achever le 31 décembre 2023. Donc maintenant, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026, avec la possibilité de signer des promesses avant cette date limite, et auquel cas, on a 2 ans pour signer la vente définitive après. Voilà, donc on donne un petit peu plus de temps sur le 210F. Le 210F, je le rappelle, ça permet de baisser le taux de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui vous vend le terrain
au lieu d'être sur un taux d'impôt sur les sociétés. Alors aujourd'hui, il est de 25%, mais quand le dispositif a été introduit, l'IS était à 33%. Alors on ne va pas s'en plaindre hein, que l'IS est baissé, mais c'est vrai que corrélativement, l'avantage fiscal est moindre aujourd'hui que ce qu'il pouvait être il y a quelques années. Bon, cela étant, ça fait quand même 6 points, je dirais même plus de 6 points, parce que l'impôt sur les sociétés, c'est 25%, mais c'est aussi une contribution de 3,3% sur l'impôt sur les sociétés. C'est de l'impôt sur l'impôt. On aime bien ça ici. Non déductible. Fiscalement, on aime bien ça aussi. Donc c'est de l'impôt sur de l'impôt. On n'a pas déposé le brevet, mais je pense que on est bon. On est bon. C'est comme en TVA, Mathieu. Je pense que là-dessus, donc la disposition permet cette économie fiscale. Maintenant, quand on sait que parfois beaucoup de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont amorti en grande partie leur construction, et qu'elles ont une plus-value qui correspond peu ou prou au prix de vente, leur proposer ne serait-ce que 6 points d'économie, je pense que c'est tout à fait... voilà, ça reste intéressant et il ne faut pas perdre de vue ce dispositif. Bon, là aussi, il faut penser au zonage, hein, donc c'est valable dans les zones A à bis. Alors, bonne nouvelle, puisque au mois d'octobre dernier, on a un certain nombre de modifications de zonage qui sont intervenues et beaucoup de communes qui étaient en zone B, B1, sont passées en A ou en A bis. Donc, on a un champ du 210F qui s'est un tout petit peu élargi. L'obligation, c'est que soit le terrain à bâtir, soit l'immeuble affecté à du commerce, industrie ou une autre activité artisanale ou libérale, soit exclusivement affecté à du logement au lendemain de l'opération. Cette condition d'affectation exclusive en logement, elle a été modifiée par le texte, par la loi de finances. On est venu assouplir et permettre la mixité éventuelle. Alors, mais là aussi, l'entreprise qui va vendre son bien immobilier ne pourra pas forcément bénéficier de cette économie fiscale sur la totalité de la plus-value. Il sera nécessaire d'effectuer un prorata. Donc le texte autorise le prorata. Je rappelle qu'il y a quelques années, et nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, ont peut-être aussi se souvenir, en tout cas certains d'entre eux, qu'il nous fallait passer chez le notaire, faire des divisions en volume préalable, réaffecter des lots pour que dans l'hypothèse où, à l'arrivée, on avait un programme mixte, on puisse considérer qu'il y avait en fait 2 cessions de 2 lots, 2 biens immobiliers distincts, l'un pouvant bénéficier du 210F, parce que ça allait devenir du logement, le second, en revanche, ne pouvant pas bénéficier. Bon. Là, on a eu d'abord la doctrine fiscale qui est venue assouplir ça. Hein, donc l'administration, il y a quelque temps, avait proposé un calcul plus mesuré. Et là, on a la légalisation de ce qui était déjà dans la doctrine. Donc possibilité de locaux mixtes, mais avec toujours cette contrainte qu'il faudra que 75%... Alors là, on ne va pas parler de gabarit, mais dans tous les cas, à l'arrivée, on doit au moins avoir 75% de logements et d'habitation dans le programme à l'arrivée. Autre point, évidemment, c'est à nouveau un engagement qui est pris par le cessionnaire. Cet engagement doit être respecté dans les 4 ans qui suivent la clôture de l'exercice de réalisation de la vente. Donc, j'achète aujourd'hui, j'acquiers un immeuble, nous sommes en 2024. Si on l'acquiert en début d'année 2024, ça nous donne quasiment presque 5 ans, puisqu'on fera démarrer le compteur le 31 décembre 2024 et on prendra 4 ans. Alors, si jamais on est sur un programme d'envergure à l'arrivée, c'est-à-dire un programme qui crée une emprise au sol, au sens du code de l'urbanisme, je reprends le texte, supérieure ou égale à 20 000 m². Dans cette hypothèse-là, on a même 6 ans. Alors, les 4 ans deviennent 6 ans. Bon, cela étant, je rappelle aussi qu'on avait une mesure plutôt qui allait vraiment dans le bon sens, à savoir de possibilité de prorogation quasiment automatique en cas de demande, si jamais à l'arrivée on n'obtenait pas. Alors,
Voilà. Mais on est quand même sur un délai de 4 ans, et c'est vrai que on a toujours un petit peu de mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette souplesse sur ces dispositifs-là, là où on ne l'a pas sur le Pinel, où on reste bloqué sur les 30 mois, il faut qu'on fasse des demandes de rescrit, voilà. Et c'est pas toujours gagné. Donc voilà, je dirais dans le bon sens pour le 210F, un élargissement, une forme de souplesse. On avait également noté un autre point qui, là encore, est commun aux différents dispositifs, c'est que cet engagement, normalement, les textes aujourd'hui, que ce soit le 210F, que ce soit le 150VE ou le 150U dans leur forme ancienne, faisaient peser cet engagement sur le cessionnaire. On avait déjà eu des questions, dans le cadre d'un programme qu'on n'arrive pas totalement à boucler, pour lequel on doit faire venir un copromoteur, on change le véhicule, on se met en société civile de construction-vente, donc on a besoin de transférer le bien. Et bien malheureusement on était coincé parce que la lettre du texte faisait peser exclusivement sur le cessionnaire l'engagement en question. Il n'y avait que dans des hypothèses de restructuration, donc quand on fusionne de sociétés, qu'il y avait effectivement potentiellement une substitution, mais en dehors de ce cas, il n'y avait pas de souplesse. Là, la loi, pour tous les dispositifs, vient introduire cette possibilité de passage de flambeau. Alors, évidemment, on ne repart pas à zéro en termes de délai. On ne remet pas à jour mon délai de 4 ans ou de 6 ans. On va, la période qui est déjà écoulée, on la conserve. Et le nouvel acquéreur va porter pour notre compte cet engagement pour la durée qui restait à courir. Voilà. Donc ça, c'est des points qui vont plutôt dans le bon sens au niveau du 210F. C'était déjà prévu dans le cadre de fusion avec la société absorbante, mais pas encore pour le nouveau cessionnaire, ce qui est le cas dans les 3 dispositifs qu'on a évoqués d'ailleurs. D'accord, très bien. Donc j'étais tout à l'heure un petit peu en avance de phase, là c'est bon. On passe à la question des réductions d'impôts, le régime de Censi, Bouvard, Pinel, etc. C'est un petit point rapide sur les différents régimes de réduction d'impôts. Pour vous dire que le dispositif Censi Bouvard qui permettait de bénéficier d'une réduction d'impôts dans les établissements avec service et qui était conditionné à la location meublée non professionnelle, celui-ci il est mort en silence avec la loi de finances 2023 qu'il n'avait pas prorogé. On n'en a pas reparlé depuis, c'est plutôt étonnant parce que c'est un dispositif qu'on avait quand même souvent appliqué, mais il n'est pas revenu sur le devant de la scène, donc celui-ci n'existe plus. Le dispositif de Normandie ancien, donc avec les mêmes conditions que le Pinel, mais dans l'ancien, celui-ci est prorogé pour 3 ans, qui est comme une période assez importante, donc pour les sessions jusqu'au 31/12/2026. Et ce qui concerne le dispositif Malraux, dans ce cas-là, on a l'article 14 de la loi de finances qui l'a prorogé, mais uniquement d'1 an, donc à suivre jusqu'au 31/12/2024. Et un petit rappel rapide sur le dispositif Pinel qui, a priori, devrait s'éteindre à la fin de l'année. Donc, en principe... On préfère encore dire a priori. C'est vrai qu'on essaye de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Puisque aujourd'hui, l'article 189 STS du CGI prévoit qu'il s'appliquera pour les logements acquis jusqu'au 31/12/2024. Petit rappel, depuis les investissements réalisés en 2023, on a une réduction du taux de la réduction d'impôt, donc qui passe pour les investissements qui sont réalisés en 2024, donc ceux qui nous intéressent aujourd'hui, à uniquement 9% pour les engagements de location de 6 ans et 12% pour les engagements initiaux de location de 9 ans, sauf à bénéficier du Pinel+. Rappelons que le bénéfice du dispositif Pinel+, il permet de continuer à bénéficier des taux initiaux de réduction d'impôt, à savoir 12 et 18% en cas d'engagement de 6 ou de 9 ans. Mais ces taux d'imposition ne perdurent que si les logements qui sont aujourd'hui acquis sont acquis dans ce qu'on appelle les QPV, ou s'ils respectent les différentes normes nécessaires à leur éligibilité
ce qu'on appelle le dispositif Pinel+. Donc ce sont des normes de performance énergétique et environnementale qu'on retrouve dans un décret du 17 mars 2022. Donc à suivre pour le Pinel, mais a priori, il devrait s'éteindre à la fin de l'année. Un dispositif qui est quand même qui s'applique quand même depuis de nombreuses années et qu'on voit souvent appliqué dans les dossiers. Très bien. Avant de passer au dernier sujet, un petit message pour la régie, c'est la batterie de ma tablette est assez faible, donc je ne sais pas si je vais pouvoir poser des questions si on ne la recharge pas avant quelques minutes. Désolé pour cette petite parenthèse technique. La fiscalité des meublés, des locations meublées. Alors, on avait aujourd'hui, parce que ça peut être une transition, hein, c'est que on avait des dispositifs emblématiques qui offraient des réductions d'impôts. On voit que ça se rétrécit au fur et à mesure, et donc on revient à prendre notre code général des impôts et puis nos règles de droit commun, et en disant bon bah ok, j'ai pas mon crédit d'impôt, j'ai pas ma réduction. Bon, revenons au bon droit commun. Finalement, est-ce que le droit commun est si mauvais que ça? Est-ce que j'ai quand même peut-être des choix à opérer selon la nature du bail que je vais mettre en place? Est-ce que je reste sur un revenu foncier? Un revenu foncier, article 31 du Code général des impôts, on va avoir une liste de charges bien délimitées, déductibles. On va avoir un revenu imposable en fonction de ce que je reçois. On a le taux de l'impôt sur le revenu, donc barème progressif. Mais j'ai quand même une série de dispositifs qu'on rappelle, à savoir des régimes micro sur des locations qui ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires, pour lequel je vais bénéficier d'abattement. J'ai une possibilité d'imputation des déficits fiscaux à hauteur de 10 700 €, et j'ai même possibilité d'augmenter mon déficit sur certaines dépenses. Et puis en location meublée, donc ça retrouve de l'intérêt. Bon, on sait qu'il y a une forme de souplesse déjà sur le plan juridique, au niveau du bail lui-même. Et par ailleurs, il y a la possibilité d'amortir les équipements, d'amortir, donc de passer ce qu'on appelle une charge déductible, donc de déduire de mes revenus, une charge qui représente la dégradation du bien par l'effet du temps. Alors dans certaines limites, bien entendu, je rappelle que le terrain n'est pas amortissable, mais les constructions le sont, il y a des délais, il y a des durées. Et donc, voilà, forcément, plus on touche au dispositif ultra dérogatoire, plus finalement, on en revient à essayer de trouver dans le régime de droit commun, dans ce qu'on a déjà aujourd'hui, présent, des dispositifs qui sont intéressants, voilà, qui restent intéressants. Donc, je pense que c'était important de le rappeler. Alors maintenant, je vais passer la parole à Mathieu, parce que le premier point n'est pas venu de la loi de finances, il est venu du Conseil d'État, sur la récupération de la TVA. Oui, donc effectivement, alors du coup, on parle bien de la loi de finances, une disposition qui est en loi de finances, mais qui effectivement résulte d'un avis qui a été rendu par le Conseil d'État cet été et qui a fait un peu soulever quelques craintes, un peu effectivement, notamment dans le cas des résidences-services. Alors c'était un avis d'ailleurs qui n'avait pas trait aux résidences-services. Juste pour rappel, c'est le cadre, c'est ce qu'on appelle les prestations de para-hôtellerie. Alors le régime de la para-hôtellerie, c'est par exception aux locations à usage d'habitation qui en principe elles sont exonérées de plein droit et sans aucune possibilité d'option. Là, c'est un régime qui permet une taxation, qui oblige à une taxation de plein droit de certaines locations à usage d'habitation lorsqu'elles sont accompagnées de services. Alors c'est les 3 services parmi 4 bien connus, petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, accueil même non personnalisé et puis fourniture du linge, qui sont réalisés dans des conditions qui sont similaires à celles d'établissements à caractère hôtelier. Alors, ce régime par rapport aux résidences-services, c'est-à-dire que c'est sur ce fondement de cette disposition également que pour les investissements dans des résidences-services s'articule la taxation de plein droit
donc des prestations d'hébergement, et donc corrélativement, effectivement, la possibilité pour les investisseurs de récupérer la TVA sur la construction en fait de ces logements, par le mécanisme aussi de remontée du taux, c'est-à-dire que le taux qui était appliqué, enfin la taxation de plein droit qui s'appliquait à l'exploitant, elle remonte aussi au propriétaire de l'immeuble qui donne en location l'immeuble à l'exploitant. Alors, l'avis du Conseil d'État, il est pas rendu dans ce cadre-là du tout. Il concernait des prestations de location, on va dire para-hôtelière classique, donc vraiment plutôt en concurrence avec les immeubles, et donc type Airbnb, Booking, quoi. Et là, classiquement, ce qui s'était passé, c'est que l'administration fiscale avait remis en cause la taxation des loyers, au motif que donc les services, ils n'étaient pas rendus, il n'y avait pas suffisamment de services qui étaient rendus, et donc probablement également aussi, c'est-à-dire que du coup, en remettant en cause la taxation, on remet en cause la déduction de la TVA qui était pratiquée par l'exploitant. Et ce qui était dans cet avis, en fait, le Conseil d'État a jugé que cette condition de service, elle n'était pas compatible avec la directive dans ce cas-là. Et en fait, ce qu'on peut comprendre aussi de l'arrêt, de la décision, de l'avis, c'est que, effectivement, à l'heure où le logement, les plateformes de location se développent, effectivement, on peut être en situation de concurrence avec un hôtel. Et donc, dans le champ de la taxation plein droit, sans nécessairement rendre les services exactement dans les conditions qui sont prévues aujourd'hui, enfin qui étaient prévues par le 261D, donc le quatrièmement petit b. Alors c'est un avis qui avait été diversement accueilli, parce que pour les personnes qui font, on va dire, en gros du Airbnb, c'était plutôt favorable parce que ça ouvrait des perspectives de déduction supplémentaires. En revanche, ça a soulevé des craintes dans le cas des résidences-services, parce que c'est sûr que si on se place dans une situation où on doit analyser l'activité par rapport à la concurrence potentielle avec l'hôtellerie, et ben du coup, on pouvait penser qu'il y avait un risque de remise en cause du schéma, du régime de taxation de ces opérations, et donc obligation, par exemple, pour les exploitants et pour les investisseurs de procéder à des régularisations de TVA, puisque les locations deviendraient exonérées. Alors en réalité, ça n'a jamais été un objectif a priori qui était poursuivi par l'administration fiscale de remettre en cause ce régime, mais du coup la loi de finances est intervenue pour effectivement modifier l'article 261D du Code général des impôts, pour en gros couper court à des discussions éventuelles, et donc en dissociant en fait un B d'un B bis dans cette disposition. Donc le B, ça reste les conditions, la para-hôtellerie, en fait, dans des conditions comparables au secteur hôtelier avec les 3 services, et même s'il ajoute une condition supplémentaire d'une durée de 30 jours avec possibilité de reconduction, alors ce qui a fait dire à certains d'ailleurs que du coup on n'était pas vraiment dans la mise en conformité par rapport au Conseil d'État, puisqu'il avait plutôt tendance à ouvrir, alors que là ça resserre. Et en revanche, pour les résidences-services, on a un B bis, et donc là, ça a une nouvelle disposition, effectivement, qui prévoit donc la taxation de plein droit des locations de logements meublés à usage résidentiel, donc sans condition de durée, et puis qui sont assortis des services comme antérieurement. Voilà, et donc les conditions sont inchangées. Voilà. Ça amène donc des distinctions qu'on ne faisait pas avant, en fonction de du type de résidence. Si on fait de la location meublée dans une résidence qui n'est pas une résidence de service, mais qu'on propose des services à l'occupant du logement, ce ne sont pas les mêmes critères du coup que si on est dans une résidence dite de service et qui est conçue pour ça. Alors les services, c'est rédigé de la même manière, la partie service, dans les deux dispositifs. Pour la part hôtellerie, c'est la condition de durée qui s'ajoute. Et oui, vraiment, l'objet, c'était de maintenir le dispositif en l'état pour les résidences-services. Donc on a toujours les au moins 3 des 4 services, quelle que soit la situation. Petit déjeuner, avec ou sans millefeuille, ça dépend des matins. Et pour le reste, ensuite, il y a cette donc nouvelle condition de nuitée. Ouais, pour le para-hôtelier. Pour le para-hôtelier. Donc une résidence qui est conçue pour être un quasi-hôtel. Ouais. Très bien. Merci.
On a beaucoup de questions, donc mon appel a été entendu. Du coup, je suis obligé, je vais un petit peu picorer. Je m'en excuse par avance, mais je vous le rappelle, vous retrouverez les réponses à vos questions dans le SAV de ce FPI Live. Des questions, on va revenir et suivre l'enchaînement du début. Donc sur le LLI, on a des questions concernant les agréments. Alors, est-ce qu'une demande d'agrément est nécessaire pour une SCI d'un particulier pour bénéficier du LLI? Et d'une façon plus générale, y a-t-il toujours un agrément nécessaire sur le LLI? Un agrément à quel... Comment dire, il y avait, mais je crois agrément administratif, il a été supprimé. Agrément administratif qui existait absolument, ouais, et qui a été supprimé il y a quelques temps de mémoire. Tout à fait. Ouais, que l'on a encore en PLS, on ne l'a plus en PLI, puisque c'est la déclaration fiscale qui vaut effectivement... Donc pas d'agrément. Plus d'agrément. A priori, plus d'agrément, effectivement. Ouais. Et le LLI, on a toujours deux conditions. Donc, il faut que ce soit résidence, logement de l'acquéreur, enfin du locataire. Résidence principale de l'acquéreur, on le rappelle. Ensuite, les revenus, les ressources de l'acquéreur ne doivent pas dépasser un certain plafond. Et le loyer qu'on va pratiquer, lui également. Et on est sur des plafonds et des chiffres qui sont communs, par exemple, à ce qu'on a en Pinel. C'est la même chose. D'accord. Hors résidence-service, quelle est la contrainte de mixité sociale applicable? La contrainte de mixité sociale, elle ne change pas, de toute façon. C'est la même. C'est les 25% de... Enfin, l'intégration dans un ensemble immobilier qui a 25%, ou le QPV, ou les 25% de logements sociaux sur le territoire de la commune. La date de la DROC 2024 est-elle impérative pour être éligible? A priori, oui. Oui, puisque c'est la disposition, la disposition qui est prévue, absolument. Est-ce que pour l'extension au territoire de réindustrialisation, il suffit d'être dans un des 183 territoires identifiés à date, ou d'autres contraintes sont-elles à remplir, et si oui, comment pouvoir identifier les communes éligibles? Alors, par rapport à la situation géographique, a priori, l'évolution, enfin le dispositif qui permet l'appréciation de la condition géographique au 31 décembre 2024, il concerne l'ensemble du troisièmement. Donc ça concerne toutes les zones qui sont visées sous le troisièmement de la disposition d'article 279 0 bis A. D'accord. Une petite demande de précision, je pense que c'est oui, mais je vous la pose quand même. C'est est-ce qu'il faut comprendre que des logements intégrés dans un programme avec un permis de construire antérieur à octobre 2023, situés initialement dans une commune en B1 et upgradés en zone A, se voit-il appliquer les plafonds de loyer et de ressources des locataires de la zone A? Oui. Oui. Non, c'est... Mais je pense que c'était bien de le préciser, puisqu'on change de régime, donc on peut simplement rétroactivement, si je puis dire, appliquer les plafonds de ressources et de loyer de la zone A. On est dans le bon sens, sur les changements de zone récents, c'est plus des extensions que des rétrogradations. Parce qu'on se souvient que pour d'autres dispositifs, par le passé, notamment quand on a sorti les zones B du dispositif 217, si je me souviens, il me semble, oui, on a eu ça. Il y a eu pour le coup des dispositions dérogatoires. Il y avait une période de transition qui avait été adoptée, je ne sais plus si c'était le texte ou si c'était la doctrine administrative, mais c'est sûr que dans une situation plus favorable, on n'a pas forcément, il n'y a pas lieu de mettre en place des dispositions transitoires. C'est vrai que le dernier arrêté d'octobre 2023 n'a que fait upgrader les villes à ce niveau-là. Ok, on passe sur le sujet des abattements de plus-value immobilière. Pour le taux bonifié qui s'applique de 85%, pour un terrain sur lequel 50% de la surface doit être affectée à du logement, de quelle surface parle-t-on? Est-ce qu'on parle de surface de plancher? Est-ce qu'on parle de surface de terrain?
C'est la surface, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est la surface totale. En considération. Donc surface de plancher. C'est C'est ça. ça. Ok, très bien. Vous l'avez déjà dit, mais peut-être qu'il faut le rappeler. À quelle pénalité s'expose le promoteur si les engagements liés à la nature des logements construits ne sont pas respectés? 10%. 10%. Voilà, 10%. Ok. Pour le 217, c'est différent. Oui, il y a une- 25%. Pour Dans le une 217, c'est le certaine 25%, sachant que ça ne peut pas dépasser l'économie fiscale qui aura été réalisée par le vendeur. Voilà. Une disposition qui a été introduite plus récemment dans la loi, qui n'existait pas au tout début du 217. Mais en revanche, je n'ai pas cette possibilité sur les autres dispositifs relatifs aux plus-values des particuliers. Ça reste 10%, quelle que soit l'économie qui a été réalisée par le vendeur. Je vais passer, puisqu'on a beaucoup de questions sur l'abattement des 75%, comment il est calculé, etc. Enfin, vous avez été déjà très très précis, donc vous le retrouverez dans la FAQ ou le SAV. Donc je passe. La question des QPV, quid de la borne des 300 mètres? Est-ce que sur les dispositions, on est dans la TVA réduite s'applique ça, c'est le dispositif classique du QPV. Rien ne change. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Hein. Ouais. Ok. Est-ce qu'il est possible de cumuler l'abattement de l'article 150 VE avec l'exonération de l'article 150 U, puisque les dispositifs ont des champs concurrentiels, ça vous l'avez dit aussi. En tout cas, il n'y a aucune incompatibilité de principe. Si pour une fraction, je sais que je vais pouvoir bénéficier d'une exonération, je vais utiliser le dispositif, il faudra que je remplisse toutes les conditions du premier dispositif du 150U. Et puis pour la fraction restante, donc celle pour laquelle je ne fais pas de logement social, pourquoi pas bénéficier de l'abattement de 60%. Mais là aussi, toutes les conditions seront nécessaires. Bien sûr. Ça pourra amener, les notaires notamment à prévoir 2 actes. Où là, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure sur les contraintes que nous avions auparavant sur le 217, quand on devait identifier des lots de volume au préalable avant que la doctrine nous revienne dessus, là, pour le coup, ça peut être à nouveau utile. Voilà, nécessité de distinguer dans le programme à l'arrivée 2 lots de volume distincts que je vais obtenir par division préalable au moment de la cession. Et je vais avoir 2 actes, l'un dans lequel l'acquéreur va s'engager à mettre en place toutes les contraintes liées au dispositif du 150U, et puis une seconde vente sur une autre fraction du terrain, mais exprimée en lot de volume, pour lequel je vais mettre en place mes contraintes liées au 150 VE. Bon, je peux, sous réserve de plus d'études et de regarder ça plus en détail, naturellement, mais voilà, là, à chaud, je n'ai pas le sentiment que ce soit impossible. Ok. Peut-être une précision, on l'a dit, mais peut-être rapidement. Peut-on bien investir, donc là c'est une question pour se sécuriser, peut-on bien investir en LLI via une SCI familiale et pas uniquement en SCPI? C'est du conseil. Oui, c'est du conseil. SCI. Oui, tout à fait. Oui, c'est c'est personne SCI. morale, donc... Non, SCI soumise à l'impôt sur le revenu, Ouais. on précise, une SCI qui n'aura qu'une activité de location nue, non assortie de prestations de services, moyennant un loyer fixe, donc n'ayant pas une activité commerciale au sens fiscal du terme au regard des activités immobilières. D'accord. Bien. On a fait un petit tour d'horizon. On va essayer de respecter les délais. Donc, on va passer au second sujet, le financement des acquéreurs et les évolutions, prorogations du PTZ. Donc, Vincent, Alors, c'est à vous. Alors, effectivement, pour ce qui est du prêt à taux zéro de l'État, le fameux prêt réservé aux primo-accédants, étant rappelé que les primo-accédants sont des personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 ans précédant l'émission de l'offre de prêt
eh bien, ce prêt à taux zéro qui devait s'arrêter au 31/12/2023 est donc prolongé. Et pour le coup, lui, il est prolongé jusqu'au 31/12/2027. Les circonstances évidemment de taux et de marché expliquent notamment cette prolongation. Compte tenu de la remontée violente des taux depuis mi-2022, eh bien, les acquéreurs ont clairement besoin d'effets leviers et de prêts à taux zéro. Un groupe comme BPCE s'est saisi également du sujet, puisqu'on a créé nos propres prêts à taux zéro au dernier trimestre de l'année 2023 pour offrir justement des prêts à 20 000 ou 25 000 euros pour des jeunes primo-accédants, suivant nos réseaux, suivant un certain nombre de conditions. Mais effectivement, le prêt à taux zéro reste évidemment complètement dans l'air du temps aujourd'hui. Alors pour autant, ce prêt à taux zéro prolongé est modifié, et les modifications, pour effectivement faire un peu compliqué, ne permettent pas aux établissements bancaires d'être opérationnels au 1er janvier 2024. Et la loi de finances donc a indiqué que ce prêt à taux zéro rentrerait en vigueur au plus tard, au 1er avril 2024, et on est bien parti pour le 1er avril 2024. C'est un décret qui doit fixer la date de départ, mais il faut que ça soit une date de départ identique pour tous les établissements bancaires. Donc quand bien même on serait prêt avant les autres, de toute façon il faut attendre les autres, donc il faudra que tout le monde se mette d'accord. On est assez bien parti pour effectivement le 1er avril. Ce qui veut dire aussi que le PTZ étant prolongé, c'est le PTZ 2023 qui va s'appliquer encore dans les mois qui viennent. Et donc, il y a peut-être encore des opportunités d'utiliser ce PTZ 2023 pour certaines opérations, comme on va le voir, puisque le PTZ 2024 sera d'abord un PTZ recentré en termes de zonage. Et cette fois-ci, politiquement, le sujet est consommé, le sujet de la dichotomie des marchés est complètement consommé, puisque le PTZ 9 est désormais exclusivement réservé aux zones tendues A et B1, et le PTZ ancien plus travaux est exclusivement réservé aux zones B2C. Et il y a donc disparition du PTZ 9 en zone B2C, qui bénéficiait d'une quotité un peu moindre. On avait réussi à le maintenir pour la zone B2C avec une quotité de financement un peu moindre en termes de PTZ, 20% contre 40% pour les autres PTZ. Et ce PTZ-là disparaît. Et ce PTZ représentait quand même 26 000 opérations environ sur les 62 000 opérations qui avaient été réalisées en PTZ en 2022. Alors en 2023, on n'a pas les résultats, mais le marché est baissier, comme vous le savez, en termes de volumétrie. En matière de PTZ, c'est un peu une baisse qui est un peu moins importante. On s'attend à une baisse de 20-25%, ce qui veut dire qu'on atteindra difficilement 50 000 PTZ en 2023. On verra les chiffres définitifs. Mais vous avez donc 26 000 PTZ qui potentiellement disparaissent. En revanche, parce que le dispositif PTZ pour 2024 va être modifié, va être renforcé, va être rehaussé, l'État escompte, et c'est comme ça qu'il a regardé un petit peu son budget PTZ, il escompte quand même pouvoir réaliser 40 000 PTZ cette année, en 2024, par compensation, sachant, comme on l'a dit également à plusieurs reprises depuis le début de cette matinée, que l'État avait aussi entériné pour le locatif intermédiaire, mais ça impacte évidemment l'accession, c'est la remontée des 154 communes de zone B2C en zone A et B1 qui permet de compenser effectivement le phénomène dans la lignée des annonces du printemps 2023, outre le fait qu'il avait été annoncé aussi qu'en 2024, mais on verra ce qu'il en sera, l'entier zonage pourrait être rebattu, peut-être là effectivement avec des montées ou des descentes, on n'en est pas là, mais en tous les cas voilà dans quel contexte s'inscrivent ce PTZ recentré. Alors, point quand même très important, c'est qu'en matière de PTZ 9, donc pour les zones A et B1, on est bien sur du PTZ désormais collectif. Donc là aussi, il y a un sujet qui est consommé, c'est le sujet de l'individuel, qui, dans le contexte d'économie foncière, de ZAN, etc., de zéro artificialisation nette, eh bien, amène aujourd'hui à supprimer le PTZ
pour le logement individuel. La fameuse question qui était toujours posée était celle du PTZ en individuel éventuellement groupé. La réponse, en tous les cas, s'agissant du PTZ collectif est claire, c'est le collectif au sens du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire des bâtiments, comme vous le savez, à usage principal d'habitation, qui regroupent plus de 2 logements, que ces 2 logements soient partiellement ou totalement superposés. Alors on pourrait ergoter évidemment sur la superposition technique avec toutes les précisions techniques qui convient, mais en tout état de cause, le collectif horizontal ou la copropriété horizontale n'est pas éligible au PTZ. Alors là, il y a une forme de cohérence, puisque dans les dispositifs concernant la fiscalité des vendeurs, notamment les abattements ou l'exonération, c'est le même article du Code de l'urbanisme qui est cité dans la loi. Donc là, il y a une cohérence sur les aménagements qui ont été apportés au PTZ et les conditions qui sont imposées. Quand on regarde le dispositif, si je vais noter, c'est le 111.1 du Code de la construction et de l'habitat. Et je ne suis pas sûr d'avoir la question, mais il faut savoir que du coup, cette référence-là nous crée cette contrainte de superposition. Alors, elle peut être totale ou partielle, j'ai compris, mais qui est une condition que nous n'avons pas dans l'expression de logement collectif pour le Pinel. Donc, quand on peut vendre en Pinel, encore en Pinel, en bande, en bande, donc sans superposition entre des différents logements. Alors, il y a quand même des conditions de structure commune, donc ça doit être une unité foncière quelque part, bien sûr, mais on a la possibilité en bande. Là, en revanche, sur tous ces aménagements, que ce soit PTZ ou les nôtres, on a cette contrainte de superposition. Donc c'est vrai que la notion de collectif n'est pas absolue. D'ailleurs, le Code le dit, c'est bien la notion de collectif au sens du présent Code. Et donc on voit effectivement là, les possibilités couvre le Pinel. D'accord. On avait la question justement. Donc maison en bande, oui pour le Pinel, non pour le PTZ. Alors tout ça serait effectivement simple s'il n'y avait pas en plus des dérogations. Et donc ce qui est nouveau effectivement dans cette dichotomie neuf, zone tendue, ancien, zone plus travaux, zone détendue, c'est le fait que la loi de finances introduit une dérogation pour un certain nombre de dispositifs qui sont finalement essentiellement des dispositifs d'accession sociale et donc qui concernent notamment l'accession en PSLA, prêt social de location accession, l'accession en bail réel solidaire, l'accession en rue QPV, et puis a été ajoutée lors des débats, une 4e catégorie qui est la transformation de locaux non destinés, enfin, qui ne sont pas des locaux d'habitation, à usage d'habitation. Et donc ces 4 catégories bénéficient d'une dérogation qui leur permet de bénéficier du PTZ dans tous les territoires. Donc ça, c'est un point quand même important, et sans distinction également de nature de logement, et donc là on va pouvoir retrouver notre individuel qui disparaît dans la réglementation générale. Donc si je reprends ce que je disais en introduction, du PTZ 9 individuel 2023, on peut encore en faire jusqu'au peut-être 1er avril 2024, après ce sera fini, mais en revanche du PTZ individuel BRS, PSLA par exemple, même en rue QPV, on pourra en faire effectivement toute zone. Voilà, France entière. D'accord. Alors cette dérogation, on aurait pu penser qu'elle se ferait sur la base du maintien du régime antérieur, c'est-à-dire finalement en dérogeant, on maintient le régime antérieur puisque le BRS par exemple ou le PSLA est éligible en neuf bien évidemment en zone B2C. Ça n'est pas le cas et on ne va pas maintenir un régime antérieur avec le régime naissant. C'est donc le nouveau régime qui s'appliquera pour le BRS et PSLA, et on va avoir donc un double effet booster, puisqu'on va se rendre compte effectivement avec les histoires de quotité, puisque la quotité de 20% a disparu, que le PTZ, pour ce type d'accession sociale, est également boosté. On est donc bien sur un PTZ qui est boosté, qui va être rehaussé
en 2024. D'une part, il va être rehaussé en termes de plafond de revenus d'éligibilité. J'ai regardé quelles étaient les hausses de plafond, donc rendant le PTZ éligible. Alors tout ça n'avait pas bougé depuis 2016 quand même. Et donc les plafonds vont augmenter de 20 à 24% pour les zones B1, B2, C, et en moyenne de 38% en zone A, une hausse de 38%. Ces plafonds variant, comme vous le savez, suivant les zones et le nombre de personnes destinées à occuper le logement. La plus petite augmentation, c'est 17% pour un célibataire en B2. La plus grande, c'est 42% d'augmentation des plafonds de revenus d'éligibilité pour un couple en zone A. Donc c'est quand même une hausse importante en termes d'éligibilité au dispositif PTZ. Voilà. Et s'il fallait prendre un exemple assez classique, un couple plus 2 enfants suivant zonage va passer, alors qu'il était à 48, les plafonds étaient à 48 000 ou 48 000 à 74 000 euros suivant la zone CA, on va passer de 60 000 à 103 000 euros de revenus d'éligibilité pour ce type de ménage. Toujours évalué en revenu fiscal de référence N-2, sachant qu'effectivement le fameux sujet de la contemporanéité des ressources n'a pas été remis sur le tapis à l'occasion des discussions qui ont pu avoir lieu avec les pouvoirs publics, et bien heureusement, parce que ça aurait été effectivement un critère de plus à mettre en œuvre sur le produit qui aurait probablement encore bien complexifié sa mise en œuvre technique et notamment informatique dans les établissements. Le PTZ est également rehaussé en quotité. Et quand on parle de quotité, c'est-à-dire de la part de prêt à taux zéro qu'un ménage est susceptible de bénéficier par rapport au prix de l'opération, et notamment au prix plafond. Et donc ces quotités PTZ, donc comme je l'ai dit, puisqu'il n'y a plus de quotité à 20% pour le PTZ 9 en zone B2C, il ne reste plus que la quotité 40, qui était celle qu'on a toujours aujourd'hui, en PTZ jusqu'au mois d'avril. On a toujours effectivement 40% de quotité maximum de PTZ sur coût d'opération en 9 en zone A et B1, comme on peut bénéficier de 40% de quotité de PTZ sur coût d'opération en ancien plus travaux en zone B2C. Donc c'est cette quotité 40% qui est la quotité de référence. Pour autant, on a voulu renforcer le prêt à taux zéro sur les ménages les plus modestes, et donc les ménages les plus modestes, ceux qui font partie de la première tranche, comme on dit, il y a 3 tranches de PTZ, il y a toujours 3 tranches de PTZ à date. La première tranche va bénéficier de 10% de quotité supplémentaire, donc on porte la quotité de 40 à 50% pour la première tranche de ménage. La deuxième tranche reste à 40%, neuf ou ancien toujours, et 40% pour la troisième catégorie. Et souvenez-vous, pendant les débats, s'était posé la question de pouvoir éventuellement créer un prêt bonifié pour des catégories supérieures, qui n'étaient pas forcément à 0%, etc. Et finalement, on en est resté à un prêt à 0% pour la catégorie supérieure. Donc on a créé une 4e catégorie de revenus éligibles au prêt à taux zéro. Et cette 4e catégorie pourra donc bénéficier, elle, en revanche, d'un PTZ de quotité 20% sur coût d'opération. Et donc toute la mécanique PTZ, finalement, est modifiée, puisque précédemment, c'était une quotité en fonction du zonage et de la nature du logement. Aujourd'hui, les quotités sont les mêmes, quel que soit le zonage et la nature de l'opération. En revanche, elles varient en fonction, en verticale, elles varient en fonction de la catégorie modeste à la moins modeste, 50, 40, 40, 20, que ce soit en neuf ou en ancien plus travaux. En tous les cas, c'est ce qui se présentera effectivement en 2024 pour le nouveau PTZ. Il y a également eu un rehaussement des coefficients familiaux, point important parce que les 4 catégories que je viens de vous évoquer, et là on rentre dans le cœur du réacteur du PTZ, qui est un cœur compliqué, ou dans le planotone, aurait dit Christophe Frionnet, avec tous ces fruits confits et ces amandes, c'est assez compliqué. Et pour déterminer effectivement après les profils des prêts, eh bien, suivant ces 4 catégories de
de ménage, vous tenez compte bien évidemment du revenu du ménage, mais vous tenez compte également de la composition familiale. Et en 1100 revenus du ménage et composition familiale, vous déterminez des tranches, 4 tranches finalement, de Panneton ou d'éligibilité à un profil de remboursement du prêt à taux zéro. Et ces 4 tranches sont effectivement soumises à un coefficient familial, et ce coefficient familial a été modifié. Il est toujours de 1 pour une personne seule, et c'est sur cette base qu'est étalonné le PTZ, mais il a été augmenté de 0,1 pour le couple, et augmenté de 0,1 pour le ménage plus un enfant, et de 0,1 pour chaque catégorie suivante. Ce qui fait qu'effectivement, ça a joué sur les profils, l'éligibilité au profil de remboursement des prêts sur lesquels je vais revenir, mais c'est après coup qu'on s'est rendu compte que ça jouait également sur les prix plafonds des opérations PTZ. C'est-à-dire que la réglementation fixe un prix plafond depuis 2014. Alors c'est d'ailleurs la loi, c'est un peu curieux que ce soit la loi qui ait fixé les bornes du prix plafond sur la base d'une personne seule pour dire, voilà, le prix plafond doit être compris entre tel prix et tel prix. Et donc, le prix plafond, ensuite, pour les ménages suivants, lui, il est étalonné avec ce fameux coefficient familial. Et en bougeant le coefficient familial pour déterminer les tranches, en fait, on a fait bouger ce prix plafond de base qui n'a pas bougé pour une personne seule. On l'a fait bouger pour tous les ménages supérieurs. Je ne sais pas si je suis clair sur ce sujet. Voilà. Et donc, les prix plafonds sont inchangés pour une personne. Si on prend ce qui intéresse surtout nos partenaires promoteurs pour la zone B1A, on est toujours à 135 000 et 150 000 euros de prix plafond, donc sur lesquels va s'appliquer les quotités que j'évoquais tout à l'heure de 50, 40 ou 20. Mais puisqu'il y a eu cette hausse de 0,1 du coefficient familial, eh bien vous avez effectivement tous les autres prix plafonds. Donc, je prends pour 2 personnes en zone B1A, je citerai que cet exemple, eh bien, on va passer de 202 500 euros à 225 000 euros suivant la zone B1 ou A, alors qu'on était à 189 ou 210 000 euros précédemment de prix plafond sur lequel s'appliquait la quotité de PTZ dont pouvaient bénéficier nos accédants. J'ai regardé en moyenne, les hausses de prix plafond vont justement pour le ménage 2 personnes de 7,14 à 4,27 pour le ménage de 5 personnes et plus. On a une hausse moyenne des prix plafonds de 5,55. Ça ne correspond pas à la réalité, vous allez me dire, de la hausse évidemment des coûts de construction, notamment en neuf. Mais en tous les cas, ce point qui n'avait pas été vu, effectivement, lors de la configuration technique des profils de remboursement, impacte effectivement les prix plafonds. Voilà. Et puis, donc, je l'ai dit, vous avez donc une hausse des tranches de remboursement, puisque, on a créé cette 4e tranche donc de revenus, avec le bénéfice des 20% donc de quotité de PTZ, et cette 4e tranche se situe à peu près à 1/3 de revenus supérieurs aux tranches que nous connaissions précédemment. Toutes tranches ayant été de toute façon rehaussées, suivant les zones, en moyenne respectivement de 10% pour la première, et de 30%, plus de 30% pour la 2e tranche, en termes effectivement de tranches de remboursement, permettant de bénéficier d'un profil de remboursement plus favorable. S'agissant justement de ces profils de remboursement, il faut savoir que le PTZ donc, comprend 2 périodes dans sa phase de remboursement. Une période de différé, on n'a plus de différé partiel, ce sont toujours des différés à 100%, et une période de remboursement du capital. Vous avez donc désormais, puisqu'il y a 4 tranches, vous avez 4 profils de remboursement qui, je l'ai dit, sont déterminés par le nombre de personnes et le revenu. Et nous avons donc, pour la tranche 1, donc la plus modeste, qui bénéficie, je le rappelle, d'une quotité de près de 50% sur prix plafond. Vous avez toujours une durée de 25 ans. En revanche, il y a une petite variation par rapport à ce qu'on connaissait avant sur les différés plus amortissement, puisqu'on est passé à 10 ans de différé et 15 d'amortissement, alors que précédemment c'était 15
hélice. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, il y a une règle en PTZ qui est que, en principe, le prêt complémentaire, le PTZ étant un prêt complémentaire au prêt principal, le PTZ ne devait pas dépasser, devait être égal au maximum 50%. au prêt principal. Oui. Voilà. Aux autres prêts immobiliers, quand je dis prêt principal, c'est les autres prêts immobiliers du plan de financement. Et on voit bien qu'il va y avoir une difficulté avec les 50%, puisqu'il suffit que le ménage apporte un petit peu d'apport personnel pour que la règle ne soit pas respectée. Et donc là, la règle a été modifiée spécifiquement pour cette tranche, et on a admis effectivement que pour des questions d'apport personnel, le PTZ serait donc limité à 125% de ses autres prêts. D'accord. En revanche, pour les autres tranches, ça sera toujours la même chose. On estime que la marge du 40% permet de toute façon de gérer le fait que le PTZ ne dépasse pas effectivement les autres prêts immobiliers. Alors en tranche 2, je l'ai dit, c'est là qu'on retrouve la quotité 40, suivant un profil de remboursement donc sur 20 ans et non plus 22 ans, avec 8 ans de différé et 12 ans d'amortissement. Avant, on avait 10 plus, ou encore à l'heure actuelle, on a 10 plus 12. En tranche 3, c'est toujours du 40%, je l'ai dit, et là, on est sur 15 ans contre 20 ans précédemment, avec 2 ans de différé et 13 d'amortissement. Et en tranche 4, eh bien, vous êtes sans différé pour vos 20% de prêt. Vous êtes sur 10 ans d'amortissement direct, éventuellement réductible jusqu'à 2 ans. Voilà, on est vraiment passé d'une logique dans la mécanique du PTZ, une logique de quotité qui était basée sur du zonage et des natures d'opération, à une logique de quotité basée exclusivement désormais sur les revenus et sur les tranches de revenus en fonction du modeste au moins modeste. Voilà. S'agissant, parce que c'est un sujet aussi sur lequel on était un petit peu regardant, du verdissement du PTZ, est-ce que le PTZ 2024 sera verdi? Pas vraiment en fait, puisque le PTZ ancien plus travaux est toujours soumis à une condition de travaux de 25% de coût d'opération et un DPE qui est resté à l'étiquette E, donc pas de renforcement de ce point de vue-là. En revanche, en excluant désormais tout ce qui est chauffage, charbon, fuel et gaz, non pas de l'éligibilité de l'opération, mais uniquement de l'assiette travaux finançables en PTZ. L'État ne souhaite pas financer tout simplement ce type de combustible, de chauffage, de type de chauffage avec ce type de combustible. Et donc on le sort de l'assiette de l'opération, heureusement qu'en ancien plus travaux, puisque le sujet avait été à un moment donné évoqué pour les promoteurs qui ont encore des immeubles, qui sortent encore des immeubles chauffés au gaz. La ventilation aurait été évidemment beaucoup trop compliquée et on est passé effectivement à travers ce sujet pour l'éviter définitivement. Donc on n'a que ce sujet donc d'extraction d'une installation de chauffage au gaz dans une opération d'acquisition d'anciens plus travaux. Il faut sortir de l'assiette tout simplement pour pouvoir financer l'opération PTZ qui reste éligible en tout état de cause, qui est un chauffage au gaz d'origine ou qu'on en installe un après coup. Le PTZ HLM lui-même n'a pas évolué puisque ça reste un PTZ ancien avec ou sans travaux, sans programme de travaux minimum, ni obligation de travaux. C'est vrai que j'ai omis d'en parler tout à l'heure en termes de quotité. Lui aussi, il évolue, ce PTZ HLM, puisqu'il était en quotité 10% tout territoire, et il passe à 20% tout territoire. Voilà pour le PTZ. Je ne pense pas, enfin je ne sais pas s'il y a des questions en particulier sur le PTZ, mais... Il y a quelques questions. Il y a quelques questions. Vous vouliez aborder un autre sujet aussi ou pas? Alors, je voulais juste aborder deux autres sujets. Le prêt d'accession sociale, mais très rapidement, puisque le prêt d'accession sociale, on sait qu'il est adossé maintenant depuis de nombreuses années en termes de plafond de ressources sur ceux du PTZ. Alors, le prêt d'accession sociale permet d'offrir sur les financements la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale et puis des frais d'hypothèque réduits à date. En principe,
on devrait avoir la confirmation que les plafonds de revenus du PASS, qui ont été talonnés sur ceux du PTZ maintenant depuis quelques années, suivent effectivement les plafonds du PTZ. Voilà. Mais ça n'est pas encore confirmé. Le deuxième sujet, c'est plus particulier, c'est celui du BRS. J'en ai parlé tout à l'heure au titre du régime dérogatoire. Je sais que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. Alors le BRS, quant à lui, il y a eu un arrêté ressources qui est paru au JO. Donc c'est un arrêté du 11 décembre 2023, donc pour 2024, avec un communiqué de presse ministériel qui a annoncé 3,8 millions de ménages ou 10 millions de Français supplémentaires éligibles désormais au dispositif du BRS, tout simplement parce qu'évidemment ces plafonds, cet arrêté concernait le rehaussement des plafonds du BRS. Alors j'ai regardé effectivement, ces plafonds du BRS rehaussés restent couverts par les nouveaux plafonds PTZ 2024 en zone A, ainsi qu'en zone B2. Mais il ne reste pas complètement couvert en zone B1 et en zone C, où on a des dépassements qui pourront aller jusqu'à 116%, j'ai noté, donc 112 en moyenne sur la zone B1 et 107 en zone C. On a clairement là un dispositif qui est vraiment boosté, je l'ai dit, qui en plus bénéficie d'un régime dérogatoire comme le PSLA, puisqu'on pourra faire du PTZ 9 tout territoire, y compris en individuel France entière. Et donc, c'est un dispositif sur lequel, bien évidemment, je pense que les acteurs vont continuer à porter leur effort en 2024. Voilà. Sachant qu'on retrouve le BRS, on le retrouve dans notre dispositif du 150U. Quand on évoque la proportion d'exonération en logements sociaux, ça inclut aussi le logement. Oui, alors ça a été aussi effectivement une des grandes novations du BRS, c'est qu'on attendait depuis très très longtemps, mais maintenant c'est acté, effectivement, il y a un dispositif d'accession sociale qui rentre de façon pérenne et non pas temporaire dans les quotas de logement SRU, et effectivement aujourd'hui le BRS rentre dans ces quotas de logements sociaux. La petite nuance en revanche, et là on verra bien comment les banques vont l'apprécier, c'est effectivement le fait qu'on a basculé en réglementation sur les plafonds de ressources BRS, puisque ce ne sont plus, comme c'est le cas en PTZ, ce qui détermine en fait les différents seuils ou les différents plafonds que j'ai évoqués en nombre de personnes. La composition du ménage, elle est basée sur le nombre de personnes en fait destinées à occuper le logement, et quitte à effectivement à prendre des personnes relevant de différents relevés fiscaux. Là, clairement, on est passé en fait sur les personnes figurant à l'avis d'imposition 2024, comme ça existe dans le monde HLM. Et on verra comment effectivement les choses s'articulent entre les deux formules, personnes destinées à occuper le logement et effectivement avis d'imposition de l'année pour le nouveau dispositif BRS. Il y a un point que j'ai omis, mais la question a peut-être été posée, s'agissant justement de ces PTZ dérogatoires BRS, PSLA. J'ai omis de revenir sur le sujet en rue QPV, pour lequel il n'y aura pas, côté bancaire, d'investigation particulière sur l'éligibilité en termes de zonage, et par conséquent, ce sera à l'acquéreur, donc par conséquent certainement au promoteur, d'apporter en fait la justification de l'éligibilité au PTZ en zone en rue QPV au sein tout simplement du contrat de réservation. D'accord. Puisque la banque ne fera pas d'investigation pour vérifier qu'on peut bien bénéficier d'un PTZ dans telle zone au titre effectivement d'une accession en zone en rue QPV. Voilà. On a dépassé l'heure. Beaucoup de questions effectivement sur la maison individuelle, mais vous l'avez indiqué, vous avez évoqué effectivement la possibilité de continuer à bénéficier du PTZ pour les maisons individuelles, mais uniquement dans des dispositifs dérogatoires. Donc les questions, la réponse a d'ores et déjà été apportée. Une question sur le fait générateur
repréciser le fait générateur, notamment avec cette date limite du 1er avril où on peut encore bénéficier du PTZ en maison individuelle. Donc le fait générateur avant le 1er avril, eh bien l'édition de l'offre de prêt. Ah, je pense que ça sera l'édition de l'offre de prêt. Pour l'instant, les choses, à mon avis, ne sont pas totalement calées d'ici le 1er avril. Je pense qu'il y aura encore des décalages à faire, mais en principe, c'est l'offre de prêt. C'est classiquement ce qui se passait quand on lançait le nouveau PTZ au 1er janvier ou au 2 janvier d'une année donnée. D'accord. Pouvez-vous nous diffuser la nouvelle grille de revenus éligibles? Bien sûr. Nous, on a les circulaires, donc vous trouverez tout sur le site internet de la FPI, la circulaire sur le PTZ qui est mise à jour. Peut-on espérer que le PTZ puisse revenir en maison individuelle? Ça n'est pas le sens de l'histoire. Voilà, on n'est pas de vin, pardon, mais malheureusement, ça n'est pas le sens de l'histoire. Peut-être un ministre du Logement pour en discuter. En plus, effectivement. Une question technique. Les logements rénovés, dont la vente entre dans le champ d'application de la TVA, sont-ils considérés comme des logements neufs ou des logements anciens pour l'appréciation du PTZ? Très clairement, quand on dit neuf, c'est effectivement neuf au sens fiscal, et par conséquent, la rénovation lourde va rentrer effectivement dans le logement neuf. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui distinguera effectivement la transformation de locaux, la transformation de destination, qui ne bénéficie pas forcément du même régime fiscal, me semble-t-il. Alors, ça dépend vraiment des dispositifs. Ça dépendra du dispositif, mais pas systématique. Des questions sur le montant absolu max du PTZ, montant maximum d'acquisition, ça vous l'avez dit, vous avez parlé des prix plafonds. Oui, alors j'ai tous les chiffres là sous les yeux, mais c'est vrai que ça aurait été compliqué de donner tous les chiffres. Tous les chiffres, ouais. Jusqu'à quelle date sera-t-il possible d'effectuer une demande de PTZ 2023 pour ce qui concerne les maisons individuelles, et les banques sont-elles favorables globalement à reprendre l'édition d'offres sur le PTZ 2023? Là, je pense qu'on verra effectivement dans les dispositions transitoires, mais il faudra qu'on puisse émettre les offres effectivement avant la date d'entrée en vigueur du nouveau PTZ. À ma connaissance, sauf erreur, aucun établissement n'a jamais maintenu les deux régimes PTZ en éditique et en informatique et en éditique. Un dispositif est toujours venu écraser le précédent. Ouais. Est-ce qu'il existe des sites de simulation de ce nouveau PTZ sur BPCE Alors, je ne suis pas en capacité de répondre. En revanche, on sait que la simulation va être un sujet compliqué parce que justement, compte tenu des sujets dérogatoires, on a des interrogations. Autant dans l'éditique et dans l'offre, les choses seront claires, autant dans les simulations préalables, il y aura forcément sans doute un peu de choses à la mano. C'est pas forcément facile de pouvoir pour tous ces aspects dérogatoires. Bien. Et une dernière question, le PTZ n'est donc plus possible en cas de revente d'un logement collectif en BRS? Le PTZ n'est plus possible en cas de revente d'un logement collectif en BRS. Alors moi, je n'ai pas vu passer pendant les débats le sujet du PTZ, on va dire BRS universel, parce qu'on sait très bien que, évidemment, les conditions de prix, les conditions de ressources sont les mêmes pour le secondo-preneur en BRS par rapport à un premier preneur BRS, qu'il y a par conséquent une grande différence entre un acquéreur premier accédant à la propriété en BRS et un second accédant en BRS, si celui-ci effectivement venait à reprendre un lot en BRS. On est en fait on va rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire que où c'est de l'ancien plus travaux avec les quotités requises de bons DPE, on ne devrait pas avoir de sujet sur le DPE, ou bien effectivement on n'est pas dans l'ancien plus travaux et puis on n'est pas éligible. On n'est pas éligible, tout simplement. Ouais, tout à fait. Après, ça sera plus du neuf compte tenu du fait qu'il y a eu une première occupation, etc. Donc je pense que... Alors c'est sans doute un débat qui reviendra, à mon avis, sur le tapis un jour, le sujet du financement du secondo-preneur en BRS non éligible au PTZ. Voilà. Très bien. On va s'arrêter là. Si on évoquera pas le HCSF, donc... Hélas, voilà. non. Non, mais bon.
Là, on a dépassé d'un quart d'heure. Je suis vraiment désolé, mais on avait beaucoup de questions. Ouais. Je vous remercie tous pour la précision de vos présentations. Merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont été très nombreux. Encore une fois, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais vous les retrouverez sur les services après-vente. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous remercier encore une fois pour tout le travail et toute la qualité des informations que vous avez données. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la pâtisserie, puisque si j'ai bien compris, il y a sur ma gauche un millefeuille, sur ma droite un panettone. Merci infiniment à tout le monde et à l'année prochaine pour un nouveau webinaire sur la loi de finances 2025 cette fois. Bonne journée, au revoir.